Pendant des décennies, la France a exercé une puissante emprise sur ses anciennes colonies africaines, tant sur le plan économique que politique et même militaire. Mais aujourd'hui, la tempête se lève. Dans tout le Sahel, les populations crient « assez ». Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, une vague de protestations et de coups d'État militaires a ébranlé les fondements de l'influence française. Des troupes françaises sont expulsées, des ambassadeurs sont renvoyés chez eux et de nouvelles alliances se forment. La question est, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement radical? Et est-ce vraiment la fin du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest? Ces pays retrouveront-ils la stabilité et l'indépendance, ou de nouvelles puissances prendront-elles le relais? Aujourd'hui, sur Afrique révélée, nous plongeons au cœur de la chute de l'influence française au Sahel. Des racines du contrôle colonial à la lutte moderne pour l'autodétermination, nous découvrirons les forces qui façonnent ce tournant historique. Suivez-nous pour tout décortiquer. Après leur indépendance dans les années 1960, les anciennes colonies françaises d'Afrique ne se sont jamais véritablement libérées. La France a maintenu son contrôle économique et militaire grâce à des politiques comme le franc CFA, des bases militaires et le soutien politique à des régimes amis. Les entreprises françaises ont profité des ressources africaines, tandis que les économies locales étaient en difficulté. Mais des fissures se formaient. Pour comprendre l'ampleur de cette influence, il faut remonter aux racines du colonialisme français en Afrique. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la France a étendu son empire à l'Afrique de l'Ouest et centrale, imposant sa langue, sa culture et ses systèmes économiques. Le but? L'exploitation. Des matières premières comme le pétrole, l'or, l'uranium et le cacao ont été canalisées vers les industries françaises, tandis que les Africains étaient contraints au travail forcé, sans que leur propre communauté en tire un bénéfice quelconque. Le régime colonial a été imposé par des politiques brutales. Les dirigeants africains qui résistaient ont été destitués ou exécutés. La France justifiait son contrôle par la soi-disant mission civilisatrice, un discours prétendant apporter le progrès, alors qu'en réalité, elle extrayait des richesses. Mais les mouvements d'indépendance sont ensuite apparus. Inspirés par la décolonisation mondiale et des leaders de la résistance comme Kwame Nkrumah au Ghana, les nations africaines sous domination française ont commencé à riposter. En 1960, la plupart d'entre elles avaient officiellement obtenu leur indépendance. Sur le papier, elles étaient libres. Mais en réalité, la France n'avait aucune intention de lâcher prise. Au lieu d'un régime colonial, la France a mis en place un nouveau système, le néocolonialisme. Les anciennes colonies sont restées économiquement liées à la France par le biais du franc CFA, une monnaie contrôlée par le Trésor français. Cela signifiait que les décisions financières clés, taux d'intérêt, inflation et masse monétaire, étaient dictées depuis Paris et non depuis les capitales africaines. Les bases militaires françaises sont restées en place, garantissant qu'une intervention serait toujours envisageable si un dirigeant africain menaçait les intérêts de la France. Du Gabon au Tchad, dès qu'un gouvernement dérapait, la France orchestrait coup d'État, assassinat ou intervention militaire pour rétablir la stabilité, un mot de passe pour le contrôle. Et les entreprises? Elles ne quittèrent jamais le pays. Les entreprises françaises contrôlaient des secteurs clés, Total dans le pétrole, Bolloré dans la logistique, Areva dans l'uranium. Elles extrayaient des ressources, payaient peu d'impôts et assuraient le retour des bénéfices en France, laissant les économies africaines dépendantes et sous-développées. Mais à la fin du XXe siècle, la résistance grandissait. Les dirigeants et militants africains commençaient à remettre en cause le système. Des protestations éclatèrent. De nouvelles alliances se formèrent. Et les populations? Elles commencèrent à exiger une véritable souveraineté. Des fissures se creusaient dans l'emprise de la France sur l'Afrique. Et comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ces fissures ne feraient que s'aggraver. Au XXIe siècle, la jeunesse africaine, les chefs militaires et la société civile réclament une véritable souveraineté. L'échec de l'opération Barkhane, une intervention militaire française pour combattre les insurrections djihadistes, n'a fait qu'attiser la situation. Nombreux sont ceux qui ont vu une nouvelle tentative de contrôle des affaires africaines plutôt qu'un véritable effort pour instaurer la sécurité. Pendant des décennies, la France a maintenu sa présence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sous couvert de stabilité. Mais au lieu de la paix, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été confrontés à une aggravation de la violence. Les insurrections djihadistes se sont propagées, la corruption a prospéré et les économies locales se sont effondrées. On a commencé à se demander, si la France était là pour aider, pourquoi la situation empirait-elle? C'est alors qu'est arrivé le point de bascule,
les prises de pouvoir militaires. Frustrés par l'inefficacité des gouvernements civils et l'ingérence étrangère, les chefs militaires ont pris le pouvoir. Le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023. Leur message était clair, il était temps de se libérer de l'emprise française. Dans les rues, les jeunes Africains acclamaient les juntes, brandissant des drapeaux russes et nationaux, rejetant ce qu'ils considéraient comme un régime néocolonial français. Pour eux, l'ancien ordre avait échoué. Les dirigeants qui coopéraient avec Paris étaient perçus comme des marionnettes, et les régimes militaires, malgré leurs failles, symbolisaient une nouveauté, l'autodétermination. Les juntes n'ont pas perdu de temps. Elles ont expulsé les troupes françaises, annulé les accords militaires et se sont tournées vers de nouveaux alliés, la Russie, la Chine et la Turquie. L'ère de la domination française s'estompait, remplacée par une réalité multipolaire où l'Afrique avait des choix autres que ceux de son ancien colonisateur. Pendant ce temps, les mouvements de la société civile ont pris de l'ampleur. Militants, journalistes et intellectuels ont remis en question le franc CFA, les monopoles des entreprises françaises et les réseaux occultes qui maintenaient les économies africaines dans la dépendance. Les appels à la nationalisation des ressources se sont intensifiés. Des manifestations contre les ambassades françaises éclatèrent. La population ne rejetait pas seulement le contrôle français, elle exigeait une véritable souveraineté. Mais la France ne céda pas facilement. Elle condamna les coups d'État, imposa des sanctions et retira ses troupes sous la pression. Pourtant, plus la France insistait, plus les nations africaines résistaient. Les vieilles stratégies d'intervention et de levier économique ne fonctionnaient plus. Le message était clair, l'Afrique était en pleine mutation. Une nouvelle vague de résistance déferlait sur le continent, remettant en cause des siècles de contrôle étranger. La question n'était plus de savoir si la France allait perdre son emprise, mais jusqu'où les nations africaines étaient prêtes à aller pour reconquérir leur indépendance. Et comme nous l'explorerons dans le prochain chapitre, cette résistance n'est pas seulement politique, elle est économique. Car la véritable souveraineté signifie contrôler ses propres richesses. La période 2021 à 2023 a marqué un tournant. Des coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont entraîné l'expulsion des troupes et des ambassadeurs français. Au Niger, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, brandissant des drapeaux russes et nationaux, rejetant catégoriquement la France. Les juntes ont réclamé l'autodétermination économique, prônant la sortie du système du franc CFA et la création de nouvelles alliances avec la Russie, la Chine et la Turquie. Pendant des décennies, la dépendance économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest envers la France est restée incontestée. Le franc CFA, monnaie liée au trésor français, symbolisait à la fois la stabilité et l'assujettissement. Mais la population était devenue agitée. La montée du chômage des jeunes, la détérioration de la sécurité et la défiance croissante envers l'intervention occidentale ont créé un terreau fertile pour le changement. Puis est arrivé le point de bascule. D'abord, le Mali en 2021. L'armée, sous le commandement du colonel Assimi Goïta, a pris le pouvoir, invoquant la corruption et l'inefficacité. Les efforts antiterroristes de la France furent jugés inefficaces, et rapidement, les troupes françaises reçurent l'ordre de se retirer. Le Burkina Faso suivit en 2022, reprenant la position du Mali. Puis, en 2023, le coup d'État au Niger scella le moment de la sécession. À chaque rupture de relations entre les deux pays, le mouvement prit de l'ampleur. Des manifestations anti-françaises éclatèrent dans les grandes villes. Les nouveaux dirigeants y virent l'occasion de redéfinir l'avenir de leur nation, réclamant la souveraineté dans tous les sens du terme, militairement, politiquement et économiquement. La présence russe dans la région s'intensifia. Le groupe Wagner, une organisation militaire privée, remplaça les forces françaises au Mali, promettant sécurité et soutien. La Chine et la Turquie étendirent leurs partenariats économiques, investissant dans des projets d'infrastructure et d'énergie. L'Occident observa avec inquiétude l'évolution du paysage géopolitique africain. La prochaine initiative audacieuse des juntes, l'abandon proposé du franc CFA. Cette monnaie, longtemps contrôlée par la France, dictait la politique économique de 14 pays africains. La sécession signifiait une véritable indépendance financière, mais aussi des risques. Ces pays pourraient-ils créer une alternative stable? Pourraient-ils résister à la pression économique de la France et de ses alliés? Le monde devait être attentif. Il ne s'agissait pas seulement de coups d'État, mais d'une nouvelle ère d'autodétermination en Afrique de l'Ouest. La question n'était plus de savoir si la région allait changer, mais jusqu'où elle irait pour reconquérir son autonomie. Le moment de la sécession a commencé. Mais est-ce l'aube d'une véritable indépendance ou le début d'une nouvelle série de défis? Le monde entier observe.
Le Sahel, vaste étendue de terre s'étendant du Sénégal au Soudan, est à un tournant. Pendant des décennies, cette région a été empêtrée dans un réseau d'influences étrangères, de troubles politiques et de difficultés économiques. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Pendant des années, la France a maintenu une position forte au Sahel, militairement, économiquement et politiquement. Mais cette emprise se relâche. Des coups d'État militaires dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont conduit les dirigeants à s'opposer à l'intervention française. Les troupes françaises se retirent. Les accords commerciaux sont remis en question. Les gouvernements cherchent de nouvelles alliances. Mais cela marque-t-il la véritable fin du néocolonialisme français? Pas nécessairement. Même si sa présence militaire s'estompe, la France entretient toujours des liens économiques profonds dans la région. Contrôle d'industries clés, accords financiers de longue date et intérêts commerciaux qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Ainsi, si son influence s'affaiblit, elle n'a pas encore disparu. Même sans la France, le Sahel est confronté à de sérieux défis. Les menaces sécuritaires demeurent élevées, des groupes d'extrémistes étant toujours actifs dans certaines régions du Mali, du Niger et du Tchad. Les conflits armés et les insurrections ont déplacé des millions de personnes, rendant la stabilité difficile à atteindre. Et puis, il y a l'économie. Nombre de ces pays dépendent de l'agriculture et des ressources naturelles, mais le changement climatique rend l'agriculture plus difficile. Le chômage des jeunes monte en flèche. Sans développement durable, l'instabilité économique continuera d'alimenter les troubles. Avec le retrait de la France, qui prendra le relais? Le vide politique au Sahel attire de nouveaux acteurs. La Russie, par l'intermédiaire du groupe Wagner, a déjà noué des relations solides avec des gouvernements dirigés par des militaires. La Chine étend son empreinte économique. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux observent la situation de près. Cela soulève une question importante. De nouvelles influences étrangères remplaceront-elles simplement les anciennes, ou le Sahel se forgera-t-il son propre avenir indépendant? Malgré l'incertitude, une chose est claire. Les populations du Sahel ne sont pas des observateurs passifs. Les protestations, les mouvements populaires et les initiatives menées par les jeunes façonnent le paysage politique de la région. L'appel à une véritable souveraineté se fait de plus en plus pressant. L'avenir du Sahel est encore en cours d'écriture. Se libérera-t-il enfin de la domination étrangère? La sécurité et la prospérité suivront-elles? Ou l'histoire se répétera-t-elle sous l'influence de nouveaux acteurs? Une chose est sûre, les décisions prises aujourd'hui façonneront la région pour les générations à venir.